Devant une tombe vide, un millionnaire brisé fait face au vide d'avoir perdu son fils unique en mer. Mais au milieu de la pluie et de la douleur, une fillette inconnue s'approche en tenant une petite chaussure d'enfant. D'un regard déterminé, elle prononce une phrase qui fait s'effondrer son monde. « Votre fils est vivant ». Et de cette rencontre improbable naît une histoire d'amour, d'espoir et de transformation. Si vous aimez les belles histoires, veuillez vous abonner à notre chaîne et indiquer d'où vous venez, on continue. Le silence était absolu sur la plage privée de Cap d'Antibes, brisé uniquement par le son des gouttes de pluie qui tombaient sans cesse sur le marbre froid du petit mémorial. Laurent Beaumont, entrepreneur brillant et propriétaire de l'une des plus importantes maisons d'édition de France, se tenait là, le regard perdu dans l'immensité de la Méditerranée. Ses épaules, habituellement droites et fières, étaient maintenant affaissées sous le poids d'une douleur indicible. Devant lui, une stèle symbolique portait le nom de son fils unique, Mathieu Beaumont, 12 ans. Il n'y avait pas de corps, pas d'adieu tangible, seulement une cérémonie marquée par l'absence et le désespoir. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette journée fatidique où la mer avait changé sa vie à jamais. Ce qui devait être une simple sortie en voilier entre père et fils s'était transformé en cauchemar lorsqu'une tempête violente et inattendue s'était abattue sur eux. Laurent avait été retrouvé inconscient, accroché à une bouée de sauvetage, mais Mathieu avait disparu dans les flots tumultueux. Malgré des semaines de recherches intensives, mobilisant les gardes-côtes, des plongeurs professionnels et même l'armée, l'enfant n'avait jamais été retrouvé. Tout ce qui restait de lui était une petite basket rouge, repêchée près des rochers de l'île Sainte-Marguerite, le seul vestige tangible de son existence. « Monsieur Beaumont », murmura Gérard, son assistant personnel depuis plus de 15. Sans il est temps de rentrer. La pluie s'intensifie. Laurent ne répondit pas immédiatement. Ses yeux rougis par les larmes fixaient l'horizon gris, comme s'il espérait encore voir apparaître la silhouette de son fils, marchant sur les eaux. « Laissez-moi. »« Seul, Gérard ?» dit-il finalement d'une voix à peine audible. « Je rentrerai par mes propres moyens. Mais, monsieur, la tempête approche et... J'ai dit, laissez-moi seul. » La voix de Laurent résonna soudain avec une autorité qui ne souffrait aucune contestation. Gérard s'inclina légèrement avant de s'éloigner, inquiet pour cet homme, qu'il avait vu sombrer jour après jour dans un abîme de désespoir. Depuis cette tragédie, la vie de Laurent avait perdu tout son sens. Sa demeure sur les hauteurs d'Antibes, autrefois animée par les rires et l'énergie débordante de Mathieu, était devenue un mausolée silencieux où chaque objet, chaque recoin, ravivait une douleur insupportable. La chambre de l'enfant était restée intacte, comme figée dans le temps, attendant un retour qui ne viendrait jamais. Son empire littéraire, les éditions Beaumont, qu'il avait bâti avec acharnement pendant 20 ans, se trouvait maintenant à la dérive. Laurent n'assistait plus aux réunions, ne répondait plus aux emails urgents et avait délégué toutes ses responsabilités à son conseil d'administration. Certaines rumeurs dans le milieu de l'édition parisienne suggéraient même que l'entreprise pourrait bientôt être mise en vente. La douleur de perdre Mathieu venait s'ajouter à une blessure plus ancienne mais tout aussi profonde. 5 ans auparavant, son épouse Élise, brillante professeure de littérature à la Sorbonne, avait succombé à un cancer foudroyant, ne laissant derrière elle que des manuscrits inachevés et un mari dévasté avec un enfant de 7 ans à élever seul. Laurent avait alors puisé dans l'amour pour son fils la force de continuer. Mais maintenant, il ne restait plus rien. Chaque nuit, dans la solitude de sa chambre, Laurent serrait contre son cœur cette petite basket rouge, dernier témoin de l'existence de Mathieu. Et c'était précisément l'absence de certitude qui le torturait le plus cruellement. Sans corps, sans preuve irréfutable, une partie de lui refusait d'accepter la réalité. Chaque matin, il s'éveillait avec cette pensée obsédante. Et si par quelque miracle Mathieu était encore vivant? La pluie redoublait d'intensité, mais Laurent ne semblait pas la sentir. Lentement, il s'éloigna du mémorial et commença à marcher le long de la plage déserte. Ses chaussures italiennes s'enfonçaient dans le sable mouillé, mais il n'en avait cure. Pour la première fois depuis l'accident, il ressentait le besoin impérieux de s'éloigner de sa bulle de privilèges, de luxe et d'isolation. Il voulait sentir le monde réel, espérant peut-être que la pluie et le vent emporteraient un peu de sa souffrance. Il marcha pendant des heures, quittant les quartiers huppés du Cap d'Antibes pour s'enfoncer dans les ruelles étroites du vieil Antibes,
puis dans les quartiers populaires où jamais auparavant il n'aurait mis les pieds. Son costume sur mesure était trempé, ses cheveux poivre et sel plaqués sur son front, mais il continuait d'avancer, comme guidé par une force invisible. Le ciel s'assombrissait rapidement lorsqu'il atteignit la périphérie de la ville, là où les appartements luxueux cédaient la place à des habitations plus modestes. C'est alors qu'il remarqua une petite silhouette qui courait dans sa direction, se frayant un chemin à travers la pluie battante. C'était une fillette d'une dizaine d'années, les pieds nus éclaboussant les flaques d'eau, ses vêtements usés complètement trempés. Ses yeux d'un bleu intense semblèrent porter un mélange étrange de peur et d'espoir. Et dans ses mains, elle tenait fermement un objet qui fit chanceler Laurent, une basket rouge identique à celle qu'il gardait précieusement chez lui. L'autre moitié de la paire que Mathieu portait le jour de sa disparition. Le temps sembla s'arrêter. Laurent sentit ses jambes se dérober sous lui alors que la petite fille s'approchait, son regard déterminé fixé sur lui, comme si elle le cherchait spécifiquement. « Monsieur Beaumont ?» demanda-t-elle d'une voix claire et assurée, contrastant avec son apparence fragile. Incapable de parler, Laurent acquiesça faiblement. « Je m'appelle Camille, » poursuivit la fillette, le souffle court. « Camille Moreau, et je sais où est votre fils. » Ces mots frappèrent Laurent comme un coup de tonnerre. Son esprit refusa d'abord d'enregistrer l'information, tant elle semblait impossible, irréelle, cruelle même. Comment cette enfant des rues pourrait-elle savoir quoi que ce soit sur Mathieu? Comment aurait-elle pu se procurer sa chaussure? Était-ce une tentative d'escroquerie? Une plaisanterie macabre? Pourtant, quelque chose dans le regard de cet enfant, une sincérité brute et indéniable, l'empêchait de simplement tourner les talons. « Qu'est-ce que tu racontes ?» parvint-il finalement à articuler, la voix tremblante. « Comment aurais-tu pu… » « Il est avec mon père, » coupa Camille, avec une assurance déconcertante. « Il est vivant, monsieur. Il ne se souvenait pas de qui il était jusqu'à ce matin, quand… Il a vu votre photo dans le journal. Je peux vous emmener à lui, mais il faut faire vite. Il est parti vous chercher à l'endroit où vous alliez ensemble avant l'accident. » Laurent sentit le monde vaciller autour de lui. C'était impossible, totalement impossible. Et pourtant, cette chaussure, cette certitude dans la voix de l'enfant, et surtout cet espoir fou, irrationnel, qui n'avait jamais complètement quitté son cœur de père. « Emmène-moi, » dit-il simplement, se laissant guider par cette étrange messagère surgie de nulle part, vers un avenir qu'il n'osait pas encore imaginer. Camille courait à travers les rues détrempées, se retournant régulièrement, pour s'assurer que Laurent la suivait. Ses petits pieds nus semblaient connaître chaque recoin de ce quartier modeste d'Antibes, loin des marinas luxueuses et des villas somptueuses qui avaient constitué l'univers de Laurent jusqu'à présent. Il s'enfonçait dans un dédale de ruelles étroites, longeant des immeubles défraîchis aux façades écaillées, où le linge séchait sur des balcons étroits malgré la pluie battante. « C'est encore loin ?» demanda Laurent essoufflé, alors qu'il tournait pour la 10e fois dans une ruelle qu'il n'aurait jamais imaginé exister dans sa ville. « Presque arrivé, » répondit Camille sans ralentir. « On habite près du port de pêche, pas celui. »« Des yachts !» Cette précision, prononcée sans amertume mais avec une lucidité étonnante pour une enfant de son âge, frappa Laurent. 2 Antibes coexistaient, séparées par un gouffre invisible. Celle des marinas étincelantes où s'alignaient les yachts des milliardaires et celle des petits pêcheurs qui luttaient pour leur survie à l'ombre des palaces. Ils atteignirent finalement un petit immeuble décrépit au bout d'une impasse. Camille grimpa rapidement les 4 étages, Laurent sur ses talons, le cœur battant à tout rompre. Son esprit oscillait entre espoir démesuré et peur d'une cruelle désillusion. Et si tout ceci n'était qu'un cruel canular, ou pire, une tentative d'extorsion exploitant sa vulnérabilité. Au 4e étage, Camille s'arrêta devant une porte en bois usée et frappa 3 coups brefs avant d'entrer. « Papa, je l'ai trouvé, j'ai trouvé le père de Mathieu. » Laurent pénétra dans un appartement minuscule, mais proprement tenu. L'espace se résumait à une pièce principale, servant à la fois de cuisine, de salle à manger et de salon, avec 2 portes menant probablement à des chambres. Les meubles étaient rares et usés, mais chaque objet semblait avoir été choisi avec soin et entretenu avec respect. Debout près de la fenêtre, se tenait un homme d'une 40aine d'années, grand et mince, aux épaules larges mais légèrement voûtées,
comme ployé sous le poids des années de labeur. Son visage buriné par le soleil et le vent marin portait les traces d'une vie difficile, mais ses yeux reflétaient une dignité tranquille. « Monsieur Beaumont, dit-il simplement en s'avançant, tendant une main calleuse, « je suis Thomas Moreau. Je crois que nous avons beaucoup à nous dire. » Laurent serra cette main mécaniquement, incapable de détacher son regard de la petite table au centre de la pièce. Là, soigneusement posée, se trouvait une photo de Mathieu découpée dans le journal du matin, à côté d'un petit carnet ouvert où une écriture enfantine avait tracé « Je me souviens maintenant. Je dois aller au phare de la Garoupe. »« Où est-il » demanda Laurent, la voix étranglée. « Où est mon fils ?» Thomas invita Laurent à s'asseoir d'un geste, puis versa 2 tasses de café noir. Ses mouvements étaient lents, mesurés, comme s'il cherchait soigneusement ses mots. « Il y a 3 mois environ, commença-t-il, je rentrais de ma tournée de pêche. J'étais sorti malgré les avertissements de tempête. Nous avions besoin d'argent. » Il marqua une pause, semblant juger inutile de s'étendre sur les difficultés financières évidentes. À l'aube, en rangeant mes filets près des rochers de l'île Sainte-Marguerite, j'ai aperçu quelque chose d'inhabituel échoué sur la plage. C'était un enfant inconscient, agrippé à un morceau de bois. Laurent sentit son cœur s'arrêter. L'île Sainte-Marguerite, c'était précisément dans cette zone que leur voilier avait chaviré. Il était vivant, poursuivit Thomas, mais très affaibli. J'ai immédiatement pensé à l'emmener à l'hôpital, mais dès qu'il a repris conscience et que j'ai mentionné les autorités, il est entré dans une panique totale. Il tremblait, pleurait, suppliait qu'on ne l'emmène pas. Il répétait qu'il devait attendre son père, que son père viendrait le chercher. « Pourquoi ne pas avoir contacté la police malgré tout ?» demanda Laurent, partagé entre gratitude et incompréhension. Thomas baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Je suis en situation compliquée avec l'administration. Des papiers qui ne sont pas tout à fait en règle. J'ai craint que si je me présentais aux autorités, on me pose trop de questions et que Camille se retrouve placée quelque part pendant que je serai retenu. Nous avons déjà vécu cela une fois, après le départ de ma femme. Je ne pouvais pas risquer de perdre ma fille à nouveau. » Il releva les yeux, affrontant directement le regard de Laurent. « J'ai fait ce qui me semblait juste sur le moment. » L'enfant était terrorisé, mais pas blessé gravement. Il connaissait son prénom, Mathieu, mais ne se souvenait de rien d'autre. Pas de nom de famille, pas d'adresse, rien qui puisse nous aider à retrouver sa famille. Alors, nous l'avons gardé avec nous, en espérant que sa mémoire reviendrait. « Et ce matin, murmura Laurent. Ce matin, Camille a rapporté le journal pour que je cherche des offres d'emploi. Et là, nous avons vu votre photo et l'article sur la cérémonie d'hommage à votre fils disparu. Mathieu est resté figé devant cette image. Puis, soudain, comme si un barrage avait cédé, les souvenirs ont afflué. Il a prononcé votre nom, a parlé du phare de la Garoupe, de vos promenades ensemble. Il a écrit ce mot et il est parti en courant. Nous avons essayé de le retenir, mais... » Camille intervint alors, ses yeux brillants d'excitation. « J'ai pensé que je devais vous trouver. J'ai pris l'autre chaussure rouge pour vous prouver que nous disions la vérité. Mathieu l'avait toujours gardé avec lui. Il dormait en là. » Serrant contre lui. Laurent se leva brusquement, renversant presque la table. Le phare de la Garoupe, c'était notre endroit spécial. Nous y allions chaque dimanche, Mathieu et moi, depuis la mort d'Élise. Nous regardions la mer ensemble. Et sa voix se brisa. « Il faut y aller immédiatement. S'il est vraiment là-bas. » « La tempête empire, » observa Thomas en regardant par la fenêtre où la pluie redoublait d'intensité. « Prenez mon imperméable. Camille, reste ici. »« Non !» protesta la fillette. « Je viens aussi. C'est moi qui ai trouvé Monsieur Beaumont. » Thomas et Laurent échangèrent un regard et dans ce bref instant, une compréhension mutuelle s'établit entre ces 2 hommes que tout séparait. La fortune, l'éducation, le statut social, mais que liait désormais le sort d'un enfant. « Allons-y tous les 3, décida Laurent. « Ma voiture est... »« Oubliez votre voiture, » coupa Thomas en enfilant un ciré jaune usé. « Les ruelles sont trop étroites, et avec cette pluie, la route du Cap sera embouteillée. Je connais un raccourci par la côte. » Ils quittèrent l'appartement et s'engagèrent dans un sentier escarpé, qui longeait la mer déchaînée. La pluie cinglante et le vent violent rendaient chaque pas périlleux. Laurent, habitué au confort et à la sécurité, se retrouvait à suivre aveuglément cet homme qu'il connaissait à peine, s'accrochant aux rochers glissants,
guidé uniquement par cet espoir fou que son fils puisse être vivant. Le phare de Dissondis, la garoupe se dressait au sommet du cap, sentinelle solitaire fouettée par les éléments déchaînés. À mesure qu'il grimpait, Laurent sentait grandir en lui une certitude inexplicable. Il savait, sans pouvoir se l'expliquer, que Mathieu serait là. Thomas, qui ouvrait la marche, s'arrêta soudain et tendit le bras pour retenir Laurent. « Là-haut », dit-il simplement, pointant vers une petite silhouette recroquevillée sous l'auvent du phare. Le temps sembla se figer. À travers le rideau de pluie, Laurent distingua les Bessamicesta. Contour d'un enfant seul immobile, le visage tourné vers la mer tumultueuse. Même à cette distance, même après ces 3 mois, il aurait reconnu cette silhouette entre 1000. « Mathieu », murmura-t-il, et ce nom, qu'il avait prononcé tant de fois dans ses cauchemars et ses prières, résonna comme une promesse. Sans attendre, ignorant le danger des rochers glissants, Laurent s'élança vers le sommet, porté par une force qu'il ne se connaissait pas. Derrière lui, il entendait vaguement Thomas lui crier de faire attention et Camille qui encourageait sa progression. L'enfant devant le phare dut percevoir du mouvement, car il se retourna lentement. Lorsqu'il aperçut Laurent qui grimpait frénétiquement vers lui, il resta d'abord immobile, comme s'il n'osait croire ce qu'il voyait. Puis, comme si un barrage cédait sous la pression, l'enfant s'élança à son tour, dévalant les marches, glissante du phare avec une imprudence née du désespoir et de l'espoir mêlés. « Papa !» Ce cri, porté par le vent, atteignit Laurent comme une décharge électrique, lui donnant des forces nouvelles pour gravir les derniers mètres qui le séparaient encore de son fils. Ils se rencontrèrent à mi-chemin, sous la pluie battante, et leurs corps s'entrechoquèrent avec une telle force qu'ils manquèrent de tomber. Les bras de Laurent se refermèrent autour de Mathieu, avec la force d'un homme qui ne laisserait plus jamais partir ce qu'il avait de plus précieux. Le corps de son fils était là, tangible, réel, chaud, malgré la pluie glacée, vivant. « Mathieu, mon Dieu, Mathieu !» répétait Laurent, incapable de formuler autre chose, enfouissant son visage dans les cheveux trempés de son enfant. Des sanglots secouaient le corps du garçon, qui s'agrippait au manteau de son père comme s'il craignait qu'il ne s'évapore. « Je savais que tu viendrais, » murmurait-il entre 2 hoquets. « Je savais que tu me retrouverais ici. » Thomas et Camille les rejoignirent, témoins silencieux de ces retrouvailles qu'aucun d'eux n'aurait osé imaginer quelques heures plus tôt. Le pêcheur posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille, ému par la scène, mais aussi conscient de leur position précaire sur ce sentier dangereux, sous une tempête qui s'intensifiait. « Il faut descendre, » dit-il doucement, se penchant vers Laurent. « La tempête empire, et cet endroit n'est pas sûr. » Laurent acquiesça, incapable de lâcher. « Son fils, ma voiture est garée près du mémorial. » Commença-t-il. « C'est à plus de 5 kilomètres, et les routes risquent d'être inondées, » objecta Thomas. « Mon appartement est beaucoup plus proche. Vous pourrez appeler un taxi de là-bas une fois que vous serez au sec. » Laurent accepta d'un signe de tête, reconnaissant envers cet homme dont la sagesse pratique contrastait avec son propre état d'émotion extrême. Main dans la main avec Mathieu, il suivit Thomas et Camille qui entamaient prudemment la descente. Le chemin du retour, rendu encore plus dangereux par l'obscurité tombante, leur parut interminable. Plusieurs fois, ils glissèrent sur les rochers mouillés, se rattrapant mutuellement. Laurent observait son fils qui progressait avec une assurance étonnante sur ce terrain hostile, comme s'il l'avait parcouru de nombreuses fois. Ce constat amenait d'autres questions, qui commençaient à percer à travers le brouillard de bonheur qui l'enveloppait. Que s'était-il réellement passé ces 3 derniers mois? Comment Mathieu avait-il survécu? Pourquoi sa mémoire lui était-elle revenue seulement maintenant? Quand ils atteignirent enfin l'appartement des Moreau, ils étaient tous trempés, jusqu'aux os et épuisés. Thomas alluma le chauffage d'appoint et sortit les rares serviettes qu'il possédait. « Camille, va chercher des vêtements secs pour Mathieu, » ordonna-t-il gentiment. La petite fille disparut dans la pièce adjacente et revint avec un t-shirt et un pantalon de jogging usés mais propres. « Ce sont les affaires que je lui ai prêtées, » expliqua-t-elle avec une certaine fierté. « Elles sont un peu petites pour lui, mais c'est mieux que rien. » Laurent réalisa soudain l'ampleur de ce que cette famille modeste avait fait. Pendant 3 mois, ils avaient hébergé, nourri et vêtu son fils, sans aucune garantie de récompense ou même de reconnaissance. Ils l'avaient fait simplement parce que c'était la chose juste à faire. « Thomas, je ne sais pas comment vous... »
Remercier, commença-t-il, la gorge nouée par l'émotion. Le pêcheur haussa les épaules avec une simplicité désarmante. N'importe qui aurait fait pareil. Laurent savait que c'était faux. Dans le monde impitoyable des affaires où il évoluait, la compassion gratuite était une denrée rare. Combien d'hommes auraient pris le risque d'héberger un enfant inconnu alors qu'ils peinaient déjà à nourrir leur propre famille? Mathieu, qui avait disparu dans la salle de bain pour se changer, revint vêtu des habits prêtés par Camille. Il semblait différent aux yeux de Laurent, plus mince certainement, mais aussi plus endurci d'une certaine façon. Ses yeux, qui avaient toujours reflété l'insouciance d'une enfance privilégiée, portèrent maintenant une profondeur nouvelle, comme s'il avait vécu plusieurs vies en l'espace de quelques mois. « Mathieu, » dit doucement Laurent, « peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Tu te souviens de l'accident ?» L'enfant s'assit sur le canapé élimé, serrant inconsciemment contre lui la basket rouge que Camille lui avait rendue. Il prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je me souviens de la tempête, » dit-il lentement. Le bateau qui se retournait, l'eau partout. J'ai essayé de t'attraper la main, papa, mais la vague était trop forte. Sa voix trembla légèrement. Après, c'est confus. Je me rappelle avoir nagé, m'être accroché à un morceau du bateau. Puis plus rien jusqu'à ce que je me réveille sur la plage, avec Thomas penché sur moi. Il jeta un regard reconnaissant au pêcheur, qui écoutait silencieusement adossé contre le mur de la cuisine. Je ne savais plus qui j'étais, poursuivit Mathieu. Juste mon prénom. Et j'avais peur, tellement peur. Je savais que je devais attendre quelqu'un, mais je ne savais plus qui ni où. L'amnésie post-traumatique, murmura Laurent, se souvenant des explications que les médecins lui avaient données lors des recherches. Il m'avait dit que c'était possible, si jamais tu avais survécu. Thomas et Camille ont été gentils avec moi, continua Mathieu. Ils m'ont donné un lit, de la nourriture. Thomas m'emmenait parfois sur son bateau, et Camille m'a montré comment pêcher à la ligne depuis les rochers. Laurent jeta un regard stupéfait à son fils. Mathieu, qui avait toujours été un enfant de la ville, allergique au moindre effort physique, parlait maintenant de pêche avec une familiarité déconcertante. « Ce matin, reprit Mathieu, j'ai vu ta photo dans le journal, et tout est revenu d'un coup. Notre maison, maman, le phare, tout. J'ai su que je devais aller au phare. C'était comme si je savais que tu m'y chercherais. » Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de Laurent. La connexion presque surnaturelle qu'il avait toujours ressentie avec son fils et qu'il avait cru briser à jamais existait encore. « Pourquoi ne pas nous avoir attendus ?» demanda Camille, légèrement boudeuse. « On serait venu avec toi. »« Je devais y aller seul, » répondit simplement Mathieu. C'était quelque chose entre papa et moi. Un silence chargé d'émotions s'installa dans la petite pièce. Au dehors, la tempête semblait s'être calmée, comme si la nature elle-même reconnaissait que le moment de la crise était passé. Laurent sortit son téléphone portable, qu'il avait miraculeusement réussi à garder au sec. « Je vais appeler mon chauffeur, dit-il. Il peut être ici dans 20 minutes. » Thomas hocha la tête, une ombre passant fugitivement sur son visage. Pour lui et Camille, cela signifiait le retour à leur réalité, la lutte quotidienne pour joindre les deux bouts, la précarité, l'absence de certitude pour l'avenir. Mathieu, qui avait partagé leur vie pendant ces 3 mois, retournerait à son monde de privilèges et tout redeviendrait comme avant. Pendant que Laurent passait son appel, Mathieu s'approcha de Camille et lui prit la main. « Je ne veux pas partir sans vous, » dit-il doucement. Camille haussa les épaules avec une maturité surprenante. « Tu dois retourner chez toi, c'est normal, mais tu pourras venir nous voir, non ?» Mathieu se tourna vers son père, qui venait de raccrocher. « Papa, on ne peut pas les laisser ici. Thomas et Camille, ils ont pris soin de moi pendant tout ce temps. Et maintenant ?» Laurent s'agenouilla pour se mettre au niveau des enfants. « Mathieu, je leur serai éternellement reconnaissant pour ce qu'ils ont fait. Bien sûr que nous resterons en contact. » Mais il vit dans les yeux de son fils que ces paroles conventionnelles ne suffisaient pas. Mathieu avait changé. Ces 3 mois passés dans la simplicité et la lutte quotidienne lui avaient appris des choses que Laurent n'aurait jamais imaginé lui enseigner. Le chauffeur arriva plus vite que prévu, brisant l'atmosphère intime qui s'était installée. Laurent remercia encore une fois Thomas, lui promettant de le recontacter très bientôt pour discuter d'une manière appropriée de le remercier. Le pêcheur accepta ces paroles avec une dignité tranquille, sans demander ni refuser quoi que ce soit.
Mathieu embrassa Camille, lui promettant de revenir bientôt. La petite fille retint ses larmes, brave jusqu'au bout. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans la voiture luxueuse qui détonnait dans ce quartier modeste, Mathieu s'arrêta, brusquement. « Je ne peux pas partir comme ça, » dit-il avec une détermination surprenante. « Papa, invite-les à venir avec nous, juste pour ce soir, s'il te plaît. » Laurent regarda son fils, puis Thomas et Camille, qui se tenaient sur le seuil de leur appartement, dignes malgré leur pauvreté évidente. En l'espace d'un instant, il prit une décision qui allait changer le cours de plusieurs vies. « Thomas, dit-il, vous et Camille nous feriez un grand honneur en acceptant de passer la nuit chez nous. Il est tard, la tempête n'est pas totalement dissipée et nous aimerions vous avoir près de nous ce soir. » Thomas parut surpris puis hésitant. Ce n'était pas une question de fierté, Laurent le comprit, mais plutôt la conscience aiguë de la distance sociale qui les séparait. « Ce n'est pas nécessaire, » commença Thomas, visiblement mal à l'aise. « S'il vous plaît, » insista Laurent, « pour Mathieu. » Ce fut l'argument décisif. Thomas échangea un regard avec sa fille, dont les yeux brillaient d'excitation à l'idée de voir où vivait son ami, puis acquiesça sobrement. « Juste pour une nuit alors, » concéda-t-il. « Le temps que la tempête se calme. » 5 minutes plus tard, ils étaient tous installés dans la Mercedes aux sièges en cuir, roulant silencieusement vers le cap d'Antibes. Camille, malgré ses efforts pour paraître indifférente, ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant les détails luxueux du véhicule. Les sièges chauffants, le mini-bar intégré, les écrans tactiles. Mathieu, assis entre son père et son ami, observait les réactions de Camille avec un mélange d'amusement et de gêne. Pour la première fois de sa vie, il voyait son monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, et cette perspective nouvelle l'embarrassait presque. Quand la voiture franchit les grilles imposantes de la propriété Beaumont, même Thomas ne put réprimer un sifflement admiratif. La demeure se dressait majestueuse au sommet d'une colline surplombant la baie. C'était une villa contemporaine aux lignes épurées, tout en verre et en pierre claire, entourée d'un jardin méditerranéen parfaitement entretenu. Des spots lumineux stratégiquement placés mettaient en valeur les oliviers centenaires et les sculptures modernes qui ponctuaient l'allée principale. « C'est ici que tu vis ?» murmura Camille à Mathieu, les yeux écarquillés. Le garçon hocha la tête, soudain conscient du fossé abyssal qui séparait sa réalité quotidienne de celle de ses sauveurs. Pendant ces 3 mois, il avait partagé leur vie simple, dormant sur un matelas posé à même le sol dans la minuscule chambre de Camille, mangeant les plats modestes mais savoureux que Thomas préparait avec les ingrédients qu'il pouvait se permettre. À aucun moment il n'avait réellement souffert de ce dénuement relatif. Au contraire, il y avait trouvé une forme de liberté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Gérard, l'assistant personnel de Laurent, les attendait sur le perron, son visage habituellement impassible trahissant un mélange de stupéfaction et de soulagement à la vue de Mathieu. « Monsieur Mathieu, » dit-il d'une voix étranglée, « c'est un miracle. » « Gérard, » intervint Laurent, « préparez la chambre d'amis pour Monsieur Moreau et sa fille, et demandez à Madame Rousseau de préparer un repas pour 4 personnes. » Puis, se tournant vers ses invités, « Venez, entrez, vous devez être épuisés. » Ils pénétrèrent dans un hall d'entrée impressionnant, tout en marbre blanc et en verre, dominé par un escalier flottant qui semblait défier les lois de la gravité. Des œuvres d'art contemporains ornèrent les murs, et un lustre spectaculaire, en cristal, diffusait une lumière douce. Thomas se tenait légèrement en retrait, conscient de ses vêtements usés et humides qui détonnaient dans ce cadre immaculé. Camille, en revanche, s'était approchée d'une sculpture abstraite et la contemplait avec curiosité. « C'est ma mère qui l'a choisie », expliqua Mathieu en la rejoignant. « Elle était professeure d'art à l'université avant... » Il s'interrompit, mais Camille compléta doucement. « Avant qu'elle ne parte, je sais. Tu m'en as parlé pendant que tu étais chez nous. » Laurent, qui avait entendu cet échange, fut frappé par l'intimité qui s'était développée entre les 2 enfants. Mathieu n'avait jamais parlé facilement d'Élise, même avec lui. La disparition de sa mère avait creusé un vide que Laurent, malgré tous ses efforts, n'avait jamais réussi à combler entièrement. « Venez, dit-il, rompant le charme de l'instant. « Je vais vous montrer vos chambres. Vous pourrez prendre une douche chaude et vous changer avant le dîner. » Il les conduisit à l'étage, où une suite luxueuse attendait Thomas. Une chambre spacieuse au ton neutre,
avec une salle de bain attenante en marbre italien et une terrasse privée donnant sur la mer. Pour Camille, il ouvrit la porte d'une chambre adjacente, conçue initialement pour d'éventuels cousins de Mathieu qui n'étaient jamais venus. « J'espère que vous vous sentirez à l'aise, » dit Laurent, conscient de l'inadéquation de ses mots face à l'évidente stupéfaction de ses invités. « Il y a des vêtements propres dans les armoires. Ce ne sera peut-être pas exactement à votre taille, mais c'est toujours mieux que de rester dans des habits mouillés. »« Merci, » dit simplement Thomas. « C'est très généreux. » Laissant père et fille s'installer, Laurent accompagna Mathieu jusqu'à sa chambre. Le garçon s'arrêta sur le seuil, comme hésitant à entrer dans cette pièce qui avait été la sienne, mais qui lui semblait maintenant étrangement distante. « Tout est resté exactement comme tu l'as laissé, » murmura Laurent. « Je n'ai touché qu'à rien. » Mathieu fit quelques pas à l'intérieur, observant ses livres parfaitement rangés sur les étagères, ses trophées de natation alignés sur une commode, son ordinateur dernier cri posé sur le bureau. Ses doigts effleurèrent la couverture de son lit, puis s'attardèrent sur une photo encadrée. Lui, plus jeune, entre son père et sa mère, tous trois souriant devant la mer. « Ça fait bizarre, » dit-il finalement, comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Laurent s'approcha, posant une main hésitante sur l'épaule de son fils. « Je comprends. Tu as vécu quelque chose d'extraordinaire, Mathieu. Ça va prendre du temps pour que tout redevienne normal. » Mathieu se tourna vers lui, une lueur étrange dans le regard. « Est-ce que je veux vraiment que tout redevienne comme avant ?» Cette question simple frappa Laurent en plein cœur. Son fils avait changé, fondamentalement changé. L'enfant privilégié, parfois capricieux, qui avait quitté cette maison Troissy. Mois plus tôt avait été remplacé par ce garçon aux yeux graves, qui semblait porter en lui une sagesse nouvelle. « Nous avons le temps d'en parler, » répondit-il doucement. « Pour l'instant, prends une douche et change-toi. Le dîner sera prêt dans 1 heure. » Laissant Mathieu à ses retrouvailles avec son ancienne vie, Laurent se dirigea vers son bureau. Il y avait des dizaines d'appels à passer, des gens à informer du miracle qui venait de se produire, les autorités qui avaient mené les recherches, les médecins qui avaient suivi l'affaire, les avocats qui s'occupaient des aspects légaux de la disparition présumée de Mathieu. Mais avant tout cela, il avait besoin d'un moment seul. S'affalant dans son fauteuil en cuir, il laissa enfin libre cours aux émotions qui le submergeaient depuis des heures. Soulagement, joie, gratitude, mais aussi culpabilité. Pendant 3 mois, il avait négligé son entreprise, ses responsabilités, plongé dans un désespoir autodestructeur, tandis que son fils vivait, apprenait, évoluait dans un monde totalement différent du sien. Le dîner fut servi dans la salle à manger principale, une pièce imposante dominée par une table en bois massif qui pouvait accueillir 16 convives. Pour l'occasion, Madame Rousseau, la gouvernante, avait préparé un repas simple mais raffiné, velouté de potiron, filet de dorade grillée, légumes de saison et, pour dessert, une tarte aux pommes encore tiède. Thomas et Camille, vêtus d'habits, empruntés qui leur allaient approximativement, semblaient mal à l'aise dans ce décor somptueux. Le pêcheur manipulait les couverts en argent avec une prudence excessive, comme s'il craignait de les briser. Camille, elle, observait attentivement Mathieu, copiant ses gestes pour ne pas commettre d'impair. La conversation fut d'abord hésitante, ponctuée de silences gênés. Laurent tentait d'en apprendre davantage sur la vie de Thomas, mais ses questions, pourtant bienveillantes, sonnèrent parfois comme des interrogatoires. « Vous êtes pêcheur depuis longtemps » demanda-t-il entre 2 bouchées. « Toute ma vie, » répondit Thomas. « Mon père l'était avant moi et son père avant lui. C'est dans notre sang. Et c'est suffisant ? Pour vivre, je veux dire. » Thomas eut un sourire sans joie. « Ça dépend de ce qu'on entend par vivre, monsieur Beaumont. Nous ne manquons pas de l'essentiel, le reste est superflu. » Laurent sentit qu'il avait commis un faux pas. « Je ne voulais pas être indiscret. C'est juste que vous vous demandez comment nous avons pu nourrir une bouche supplémentaire pendant 3 mois, alors que nous avons déjà du mal à joindre les 2 bouts, » compléta Thomas avec une franchise désarmante. « On se débrouille. Quand on n'a pas le choix, on trouve toujours des solutions. » Un silence pesant s'installa, que Camille rompit avec l'innocence de ses 10 ans. « Papa a pris un 2e travail, » expliqua-t-elle fièrement. « Il nettoie les bateaux au port le soir après la pêche, et j'ai vendu mes dessins aux touristes. Sur la promenade,
C'est comme ça qu'on a pu acheter des chaussures pour Mathieu. Laurent sentit une boule se former dans sa gorge. Pendant qu'il se morfondait dans sa luxueuse demeure, cette famille modeste s'était serré la ceinture pour offrir à son fils ce dont il avait besoin. Il jeta un regard à Mathieu qui fixait son assiette, visiblement ému par la révélation de Camille. « Je ne savais pas, » murmura l'enfant. « Vous ne m'avez jamais dit que… » « Tu n'avais pas à le savoir, » répondit doucement Thomas. « Tu étais notre invité. »« Non, » protesta Mathieu en relevant la tête, une détermination nouvelle dans le regard. « J'étais plus que ça. J'étais comme de la famille. » Ces mots simples touchèrent profondément Laurent. Son fils avait trouvé un foyer au sein de cette famille qui ne possédait presque rien mais qui avait offert l'essentiel. De l'amour, de la sécurité, un sentiment d'appartenance. « Mathieu a raison, » intervint-il. « Vous l'avez traité comme votre propre fils. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour cela. » Thomas haussa les épaules, mal à l'aise face à la gratitude. « N'importe qui aurait fait pareil. »« Non, » répliqua fermement Laurent. « Pas n'importe. »« Qui ?»« Vous avez fait un choix, Thomas. Vous auriez pu l'ignorer, le confier aux autorités malgré ses craintes, ou simplement lui donner un peu d'argent et l'envoyer ailleurs. Mais vous l'avez accueilli, nourri, protégé, sans rien attendre. En retour, c'est rare. » Le dîner se poursuivit dans une atmosphère plus détendue, les enfants commençant à raconter leurs aventures des derniers mois. Les sorties en bateau avec Thomas, les parties de pêche sur les rochers, les balades le long de la côte à la recherche de coquillages et de trésors abandonnés par la mer. Laurent écoutait, fasciné, découvrant un fils qu'il ne connaissait pas, un Mathieu débrouillard, capable de ramer pendant des heures, de réparer un filet de pêche, de reconnaître les différentes espèces de poissons. Un enfant qui avait appris à vivre avec peu, à apprécier l'essentiel. Après le dessert, les enfants demandèrent la permission de se retirer pour jouer aux jeux vidéo dans la chambre de Mathieu. Restés seuls, les deux hommes se dévisagèrent, en silence pendant quelques instants. Un cognac proposa Laurent se levant pour se diriger vers un cabinet en bois précieux. Thomas hésita puis acquiesça. Pourquoi pas? Laurent servit 2 verres et en tendit un à son invité. Le liquide ambré brillait dans les verres en cristal. « À votre fils, » dit simplement Thomas en levant son verre, « à son retour parmi les siens. Et à vous, » compléta Laurent, sans qui ce miracle n'aurait pas été possible. Ils burent, en silence, savourant la chaleur de l'alcool, puis Laurent reposa son verre et fixa Thomas avec intensité. « J'aimerais faire quelque chose pour vous, » dit-il, « pas seulement par reconnaissance, mais parce que je pense sincèrement que vous le méritez. » Thomas se raidit imperceptiblement. « Monsieur Beaumont, je vous ai déjà dit que… »« Je sais, l'interrompit Laurent. Vous n'avez pas fait cela pour l'argent. Je comprends et je respecte cela. Ce n'est pas d'argent que je veux vous parler. » Il se leva et commença à arpenter la pièce, comme il le faisait souvent lorsqu'il réfléchissait à une décision importante. « Ma maison d'édition possède plusieurs filiales, dont une spécialisée dans les livres maritimes et environnementaux. Nous publions des guides de navigation, des études sur les écosystèmes marins, des récits d'exploration. Ce secteur se développe et nous cherchons justement un responsable de la maintenance pour nos bureaux d'Antibes. » Thomas écoutait attentivement, son visage ne trahissant aucune émotion. « Le poste inclut un logement de fonction, » poursuivit Laurent. « Un petit pavillon situé dans l'enceinte de nos bureaux, à 10 minutes d'ici, 3 chambres, un jardin. Rien d'extraordinaire, mais confortable et sûr. Le salaire est correct, avec une couverture sociale complète et des horaires qui vous permettraient de continuer la pêche si vous le souhaitez. » Il s'interrompit, observant la réaction de Thomas, qui restait impassible. « C'est une offre généreuse, » dit finalement le pêcheur, « mais j'y vois une forme de charité déguisée. » Laurent secoua vigoureusement la tête. « Absolument pas. Le poste existe réellement. Nous cherchons quelqu'un depuis des semaines. Vous avez l'expérience pratique nécessaire. Vous savez réparer tout type de matériel. Vous connaissez la mer et ses contraintes. Vous êtes fiable et travailleur. Ce sont vos qualifications qui m'intéressent, pas ma gratitude. » Thomas but une nouvelle gorgée de cognac, semblant peser chaque mot de Laurent. « Et si je refuse ? Alors nous nous quitterons demain matin en bons termes, et je respecterai votre décision, » répondit simplement Laurent. « Mais je vous demande d'y réfléchir sérieusement, pas seulement pour vous, mais aussi pour Camille. » À la mention de sa fille, quelque chose changea dans le regard de Thomas.
Une vulnérabilité nouvelle apparut, fissure dans l'armure de Isandeta, fierté qu'il maintenait. Camille est brillante, poursuivit doucement Laurent. Mathieu m'a parlé de ses dessins, de son intelligence, de sa curiosité. Elle mérite une chance, Thomas. Une éducation stable, un environnement sécurisant, des opportunités que vous ne pouvez peut-être pas lui offrir actuellement, malgré tout votre amour et votre dévouement. Thomas se leva brusquement et s'approcha de la baie vitrée, tournant le dos à Laurent. Au loin, les lumières de la ville scintillaient, sous un ciel qui commençait à s'éclaircir après la tempête. « Vous ne comprenez pas ce que c'est, » dit-il d'une voix sourde. « D'être toujours celui qui reçoit, jamais celui qui donne, d'être considéré comme inférieur. » Laurent s'approcha, se plaçant à côté de lui face à la vue. « Je ne vous considère pas comme inférieur, Thomas. Au contraire, ces 3 mois. Vous avez donné à mon fils quelque chose que je n'ai jamais pu lui offrir, malgré toute ma fortune. Une compréhension de la valeur réelle des choses, des leçons de vie que je n'aurais jamais pu lui enseigner. » Il se tourna pour faire face aux pêcheurs. « Considérez ma proposition comme un échange équitable, pas comme une aumône. Vous nous avez donné un trésor inestimable. Laissez-moi vous offrir en retour non pas de l'argent, mais une opportunité, un nouveau départ. » Thomas resta silencieux, mais Laurent sentait que ses paroles avaient fait mouche. La fierté de cet homme était intacte, mais il était aussi père et l'avenir de sa fille pesait lourd dans la balance. « Réfléchissez-y cette nuit, » conclut Laurent. « Nous en reparlerons demain. » Plus tard dans la soirée, alors que Thomas et Camille s'étaient retirés dans leur chambre, Laurent frappa doucement à la porte de son fils. Il trouva Mathieu assis sur son lit, contemplant la basket rouge qu'il tenait entre ses mains. « Tu devrais dormir, » dit-il doucement en s'asseyant à côté de lui. « Ça a été une journée éprouvante. » Mathieu hocha la tête sans quitter la chaussure des yeux. « Je pensais à Camille et Thomas, à leur appartement, à tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ce sont des gens bien, » acquiesça Laurent. « Plus que ça, papa. Ils sont authentiques. Ils n'ont rien, mais ils partagent tout. Ils ne se plaignent jamais. Ils trouvent de la joie dans les petites choses. » Il leva enfin les yeux vers son père. « J'ai beaucoup appris avec eux. » Laurent sentit son cœur se serrer. « Je sais, mon fils, et je suis heureux que cette épreuve t'ait au moins apporté ça. J'aimerais qu'il reste près de nous, » dit soudain Mathieu. « Pas juste pour une nuit, pour toujours. » « J'ai proposé un emploi à Thomas, » révéla Laurent. « Un vrai poste avec un logement, pas loin d'ici. Mais je ne suis pas sûr qu'il accepte. »« Il est très fier, » confirma Mathieu. « Trop, parfois. Il refuse toujours l'aide des autres, même quand c'est difficile. Il dit que c'est une question de dignité. » Laurent réfléchit à ces paroles. La dignité. Ce n'était pas un concept auquel il était souvent confronté dans le monde des affaires, où les compromis moraux étaient monnaie courante. Thomas, avec presque rien, possédait cette richesse que beaucoup d'hommes fortunés avaient perdue en chemin. L'intégrité, le respect de soi-même. « Je trouverai un moyen, » promit-il à son fils. « Maintenant, dors. Demain sera un autre jour. » En retournant vers sa propre chambre, Laurent s'arrêta devant celle réservée à Thomas. Une faible lumière filtrait sous la porte. L'homme était encore éveillé, probablement torturé par le même dilemme que lui. Comment réconcilier 2 mondes aussi différents? Comment créer un pont entre l'abondance et la précarité sans humilier, ni créer de dépendance? Laurent poursuivit son chemin, perdu dans ses pensées. Pour la première fois depuis la disparition de Mathieu, il ne pensait plus à sa propre douleur, mais à l'avenir. Un avenir qui, peut-être, pourrait inclure non seulement son fils retrouvé, mais aussi ces 2 êtres exceptionnels qu'il avait sauvés. Au matin, Laurent fut réveillé par des éclats de rire provenant du jardin. S'approchant de la fenêtre, il aperçut Mathieu et Camille courant entre les oliviers, poursuivis par Thomas qui feignait d'être un monstre marin. Cette scène simple de bonheur le frappa par son naturel. Son fils riait, un son qu'il n'avait pas entendu depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié la mélodie. Il s'habilla rapidement et descendit les rejoindre. Le ciel était d'un bleu éclatant, comme lavé par la tempête de la veille. L'air marin, chargé de senteurs de pin et de romarin, emplissait ses poumons d'une énergie nouvelle. « Bonjour », lança-t-il en s'approchant du groupe. « Je vois que vous êtes déjà bien réveillés. » Thomas se redressa, abandonnant instantanément son rôle de créature mythologique pour reprendre une posture plus formelle. « Bonjour, monsieur Beaumont. J'espère que nous ne vous avons pas réveillé. »
Laurent, s'il vous plaît, corrigea-t-il avec un sourire. Et non, c'était un réveil parfait. Je n'avais pas entendu mon fils rire ainsi depuis très longtemps. Les enfants, peu intéressés par la conversation des adultes, avaient déjà repris leur jeu, se pourchassant entre les sculptures du jardin. « J'ai réfléchi à votre proposition, » dit Thomas sans préambule. « C'est généreux et dans d'autres circonstances, j'aurais probablement accepté sans hésiter. » Laurent sentit venir le refus et se prépara à argumenter davantage. Mais Thomas le surprit. « J'accepte le poste, » poursuivit-il, « mais à certaines conditions. » Laurent haussa les sourcils, intrigué. « Je vous écoute. »« Je veux être traité. Exactement comme n'importe quel autre employé. Mêmes attentes, mêmes règles, mêmes conséquences si je ne suis pas à la hauteur. Pas de traitement de faveur, pas d'indulgence particulière. Je veux gagner ma place, pas la recevoir par charité. » Laurent acquiesça lentement. « C'est tout à fait raisonnable. »« Et je veux payer un loyer pour le logement, » ajouta Thomas. « Modeste en fonction de mes moyens, mais je tiens à contribuer. Je ne veux pas que Camille grandisse en pensant que les choses sont gratuites dans la vie. Nous trouverons un arrangement équitable, » concéda Laurent impressionné par la dignité de cet homme. « Une dernière chose, » dit Thomas, son regard se portant vers les enfants qui jouaient. « Je veux que Camille ait accès à une bonne éducation. Pas nécessairement une école privée hors de prix, mais un établissement où elle pourra développer ses talents. Elle est douée, vous savez, particulièrement en dessin et en sciences naturelles. »« Je connais justement une excellente école publique à Juan-les-Pins, » répondit Laurent, « avec un programme spécial pour les enfants artistiquement doués. Mathieu y était inscrit avant. Je pourrais me renseigner pour Camille. » Thomas tendit la main, scellant leur accord par une poignée ferme. Marché conclu alors. Laurent sentit un poids se lever de ses épaules. Une nouvelle page s'ouvrait porteuse de promesses et de possibilités. Le petit déjeuner fut servi sur la terrasse, surplombant la mer. Contrairement au dîner de la veille, l'ambiance était détendue, presque joyeuse. Camille avait perdu une partie de sa timidité et bombardait Laurent de questions sur ses livres, ses voyages, son métier d'éditeur. Thomas, de son côté, semblait plus serein, comme si la décision prise au petit matin l'avait libéré d'un fardeau. Après le repas, Laurent proposa une visite des bureaux d'Antibes où Thomas travaillerait, ainsi que du pavillon qui deviendrait leur nouveau foyer. Camille trépignait d'excitation à l'idée de découvrir sa future maison, tandis que Mathieu insistait pour les accompagner, refusant d'être séparé de ses amis, même pour quelques heures. Pendant le trajet en voiture, Laurent observait les interactions entre son fils et Camille. Ils partageaient une complicité touchante, faite de regards complices et de plaisanteries incompréhensibles pour les adultes. Cette amitié, née dans des circonstances extraordinaires, semblait avoir des fondations solides. Les bureaux des éditions Beaumont à Antibes occupaient un ancien mât provençal rénové, entouré d'un parc ombragé. Le bâtiment principal abritait les services éditoriaux et administratifs, tandis que plusieurs dépendances servaient d'entrepôts, d'ateliers de maintenance et de logements pour certains employés. Ils furent accueillis par Nathalie Perrin, la directrice du site, une femme énergique d'une 50aine d'années, qui ne cacha pas sa surprise en voyant Mathieu. « Mon Dieu, c'est un miracle !» s'exclama-t-elle en étreignant spontanément l'enfant. « Nous avons tous tellement prié pour ton retour. » Laurent expliqua brièvement la situation, présentant Thomas comme le nouveau responsable de la maintenance. Nathalie, professionnelle, jusqu'au bout des ongles, passa rapidement de l'émotion au pragmatisme, détaillant les responsabilités du poste et les attentes de l'entreprise. « Vous aurez une équipe de 3 techniciens sous votre supervision, » expliqua-t-elle à Thomas. « Ici, votre rôle sera de coordonner l'entretien des bâtiments, la réparation des équipements, la gestion des espaces verts. Un homme de la mer comme vous ne devrait pas avoir de mal à s'adapter. » Thomas écoutait attentivement, posant des questions pertinentes qui démontraient son intérêt sincère pour le poste. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais c'était un emploi stable, respecté, qui correspondait à ses compétences pratiques. Ils visitèrent ensuite le pavillon, une construction, en pierre de 2 étages, nichée dans un coin tranquille du domaine. Le logement était simple mais chaleureux, avec des poutres apparentes au plafond, un sol en terre cuite et des murs blanchis à la chaux. Un petit jardin privatif, légèrement sauvage, s'étendait derrière la maison, descendant en pente douce vers un ruisseau bordé de saules.
Camille explorait chaque recoin avec un émerveillement non dissimulé, s'extasiant devant la chambre qui serait la sienne, la première qu'elle n'aurait pas à partager. Thomas, plus réservé, parcourait l'espace d'un pas lent, comme s'il avait du mal à croire que ce lieu pourrait devenir leur foyer. « C'est dit. Beaucoup plus que ce que j'espérais », admit-il finalement à voix basse, alors que les enfants s'étaient précipités dans le jardin. « Je ne sais pas si nous méritons tout cela. »« Vous méritez bien plus, » répondit simplement Laurent, « mais c'est un début. » De retour à la villa Beaumont, ils furent accueillis par Gérard, qui informa Laurent qu'un inspecteur de police l'attendait, dans le salon. La nouvelle du retour miraculeux de Mathieu s'était déjà répandue, et les autorités voulaient clore officiellement le dossier de sa disparition. L'entretien fut bref, mais intense. L'inspecteur Roland, qui avait dirigé les recherches 3 mois plus tôt, prit la déposition de Thomas, examina les maigres preuves matérielles, notamment les 2 baskets rouges qui avaient joué un rôle crucial dans cette histoire, et interrogea doucement Mathieu sur son expérience. « C'est vraiment exceptionnel », conclut-il en refermant son carnet. « En 20 ans de carrière, c'est la première fois que je vois une affaire de disparition en mer se terminer aussi heureusement. » Vient de partir, il prit Laurent à part. « Vous avez une dette immense envers cet homme, dit-il en désignant Thomas du menton. J'espère que vous saurez la reconnaître à sa juste valeur. J'en suis pleinement conscient, assura Laurent. Et croyez-moi, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. » Les jours suivants furent consacrés à la réorganisation de leur vie. Thomas et Camille emménagèrent dans le pavillon, transportant leurs maigres possessions dans ce qui deviendrait leur nouveau foyer. Laurent insista pour qu'ils acceptent quelques meubles supplémentaires et des équipements de base, présentant cela comme faisant partie du logement pour ménager la fierté de Thomas. Mathieu passait la plupart de son temps avec Camille, l'aidant à s'installer, lui montrant les environs, planifiant déjà les aventures qu'ils vivraient ensemble. Il semblait plus vivant, plus engagé que jamais, comme si l'épreuve qu'il avait traversée lui avait donné une nouvelle appréciation de l'existence. Laurent, de son côté, reprenait progressivement les rênes de son entreprise. Son retour au bureau parisien, après des mois d'absence, fut marqué par une réunion extraordinaire du conseil d'administration, où il présenta non seulement le miracle du retour de Mathieu, mais aussi une vision renouvelée pour les éditions Beaumont. « Ces derniers mois m'ont profondément changé », expliqua-t-il à ses collaborateurs surpris. « J'ai compris que notre maison d'édition pouvait être bien plus qu'une entreprise commerciale. Nous avons le pouvoir de changer des vies, d'ouvrir des portes, de créer des opportunités. » Il dévoila alors un projet qui mûrissait dans son esprit depuis les retrouvailles avec Mathieu. La création d'une fondation rattachée aux éditions Beaumont, dédiée à l'éducation et à l'insertion professionnelle des personnes en situation précaire. Nous publierons une collection spéciale dont les bénéfices financeront des bourses d'études, des formations professionnelles, des programmes de mentorat, détailla-t-il avec passion. Et nous créerons des postes spécifiquement destinés à des personnes qui, comme Thomas Moreau, possèdent des compétences précieuses mais manquent d'opportunités pour les valoriser. Le conseil, d'abord sceptique, fut progressivement convaincu par la sincérité et la vision de Laurent. Le projet fut approuvé à l'unanimité, avec un budget initial conséquent et un calendrier ambitieux pour sa mise en œuvre. En rentrant à Antibes ce soir-là, Laurent sentit qu'une page se tournait définitivement. La tragédie qui avait failli détruire sa vie devenait, par un étrange retournement du destin, le catalyseur d'une transformation profonde, non seulement pour lui et Mathieu, mais potentiellement pour de nombreuses autres personnes. Un an plus tard, la terrasse de la Villa Beaumont accueillait une fête simple mais élégante. Des lampions colorés étaient suspendus entre les oliviers, une douce musique jazzy flottait dans l'air tiède du soir, et une cinquantaine d'invités discutaient, par petits groupes en savourant un buffet méditerranéen préparé par un traiteur local. L'occasion, l'inauguration officielle de la fondation Élise Beaumont, baptisée en hommage à la défunte épouse de Laurent, et le premier anniversaire du miracle d'Antibes, comme les journaux avaient surnommé le retour de Mathieu. Laurent, vêtu d'un costume clair qui contrastait avec le noir qu'il avait porté pendant si longtemps après la disparition de son fils, observait la scène avec un sentiment de plénitude qu'il n'aurait jamais cru retrouver.
À ses côtés, Thomas, élégant dans une chemise bleue qui faisait ressortir ses yeux, semblait plus à l'aise dans ce milieu qui lui était autrefois totalement étranger. « Qui aurait pu imaginer tout cela il y a 1 an ?» dit Laurent, levant son verre de champagne dans un toast silencieux. Thomas sourit, son regard se posant sur Camille et Mathieu, qui, au bord de la piscine, présentaient fièrement leur création à un petit groupe d'invités. « Certainement pas moi. J'étais seulement un pêcheur qui essayait de s'en sortir au jour le jour. Et maintenant, vous dirigez toute la branche opérationnelle de la Fondation, » compléta Laurent avec fierté. En effet, le rôle de Thomas avait considérablement évolué au cours de l'année écoulée. Après avoir fait ses preuves comme responsable de maintenance, il avait révélé des talents d'organisation et de leadership qui avaient impressionné la direction. Lorsque la Fondation avait été créée, Laurent lui avait naturellement proposé d'en devenir le coordinateur terrain, supervisant la mise en œuvre concrète des programmes d'aide et d'insertion. « Je n'aurais jamais accepté ce poste si je n'avais pas été convaincu d'être qualifié », précisa Thomas, toujours soucieux de préserver sa dignité. « Ce n'est pas parce que nous sommes devenus proches que je voulais un traitement de faveur. » Laurent hocha la tête, comprenant parfaitement cette nuance importante. « Et c'est précisément pour cette intégrité que vous êtes l'homme de la situation. Vous comprenez mieux que quiconque les besoins et la fierté des personnes que nous aidons. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Nathalie Perrin, accompagnée d'une jeune femme que Laurent ne reconnut pas immédiatement. « Laurent, vous vous souvenez de Sophie Leclerc ?» présenta Nathalie. « Elle fait partie de notre premier groupe de boursiers. Elle vient de terminer sa formation en édition numérique et rejoindra notre équipe le mois prochain. » Sophie, une jeune femme d'une 20aine d'années au regard vif, tendit une main assurée à Laurent. « Monsieur Beaumont, je tenais à vous remercier personnellement. Sans cette bourse, je n'aurais jamais pu poursuivre mes études. Vous avez changé ma vie. » « C'est la Fondation qui vous remercie d'avoir cru en notre projet, » répondit Laurent avec chaleur. « Et appelez-moi Laurent, je vous en prie. Nous sommes collègues maintenant. » Thomas s'excusa pour aller vérifier que tout se passait bien du côté du buffet, laissant Laurent et les 2 femmes discuter des premiers succès de la Fondation. En 1 an, 20 bourses d'études avaient été attribuées, 15 formations, professionnels financés et 10 postes créés spécifiquement pour des personnes en réinsertion. Des chiffres modestes à l'échelle nationale, mais qui représentaient autant de vies transformées. De l'autre côté de la terrasse, Mathieu et Camille présentaient fièrement l'exposition qu'ils avaient organisée pour l'occasion. Une série de dessins réalisés par Camille, illustrant des histoires écrites par Mathieu. Leur collaboration créative, encouragée par leurs professeurs, avait donné naissance à un petit livre que les éditions Beaumont avaient décidé de publier dans leur collection jeunesse. Et ici, c'est le moment où le pêcheur trouve l'enfant. « Sur la plage », expliquait Camille, montrant une aquarelle représentant une silhouette d'homme portant un enfant inconscient, avec en arrière-plan une mer démontée sous un ciel d'orage. « Nous avons un peu romancé l'histoire », ajouta Mathieu avec un sourire, pour la rendre plus dramatique. Les invités admiraient poliment les œuvres, sans nécessairement réaliser qu'ils contemplaient une version artistique d'événements réels qui avaient bouleversé plusieurs vies. « Ils sont extraordinaires », murmura une voix à l'oreille de Laurent qui s'était approché discrètement du groupe. C'était Juliette Mercier, une célèbre critique littéraire et amie de longue date d'Élise. « Ces enfants ont quelque chose de spécial. Ils ont vécu quelque chose de spécial, » corrigea doucement Laurent. « Ça les a transformés, tous les 2. » Juliette l'observa avec curiosité. « Toi aussi tu as changé, Laurent. Je ne t'avais jamais vu aussi. Serein, même avant la disparition de Mathieu. » Laurent réfléchit à cette observation. Elle était juste. Même dans ses années les plus heureuses avec Élise et Mathieu, il y avait toujours eu en lui cette soif inextinguible de réussite, cette course perpétuelle vers des objectifs toujours plus ambitieux. La tragédie, puis le miracle qui l'avait suivi, avait profondément modifié sa perception de la vie et du succès. « J'ai appris ce qui compte vraiment », dit-il simplement, « et ce n'est pas ce que je croyais. » La soirée se poursuivit, douce et joyeuse. Au moment du dessert, Laurent demanda l'attention de ses invités pour un bref discours. Debout devant l'assemblée, il prit un moment pour observer tous ces visages tournés vers lui, collègues, amis, bénéficiaires de la Fondation et surtout
au premier rang, Mathieu, Camille et Thomas. Devenu en quelque sorte sa famille élargie. Il y a un peu plus d'1 an, commença-t-il, je me tenais sous la pluie, devant une pierre tombale vide, convaincu que ma vie était terminée. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, entouré de personnes exceptionnelles, avec un cœur plein de gratitude et d'espoir. Il marqua une pause, cherchant ses mots. La Fondation Élise Beaumont n'est pas née d'un élan de générosité abstraite. Elle est née d'une expérience très personnelle, qui m'a enseigné que les véritables richesses de la vie ne sont pas celles que l'on croit. Elles ne résident ni dans les comptes bancaires, ni dans les propriétés luxueuses, ni même dans le succès professionnel. Elles résident dans les liens que nous tissons, dans notre capacité à nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles et dans le courage de recommencer quand tout semble perdu. Son regard se posa sur Thomas, qui écoutait attentivement. Son visage habituellement stoïque, adouci par l'émotion. J'ai appris que la générosité la plus pure peut venir de ceux qui possèdent le moins matériellement. Qu'un homme qui peine à nourrir sa propre famille peut néanmoins ouvrir son cœur et sa maison à un enfant inconnu, sans rien attendre en retour. Il se tourna ensuite vers Camille, dont les yeux brillaient d'admiration. J'ai appris que le courage et la détermination peuvent habiter le cœur d'une petite fille qui brave la tempête pour réunir un père et son fils, simplement parce que c'est la chose juste à faire. Enfin, il regarda Mathieu, son fils retrouvé, transformé, par l'épreuve mais grandi par elle. Et j'ai appris que parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver véritablement. Que certaines blessures, aussi douloureuses soient-elles, peuvent devenir des portes vers une vie plus authentique, plus significative. Laurent leva son verre, invitant l'Assemblée à faire de même. À la Fondation Élise Beaumont, bien sûr, mais surtout à tous ceux qui, comme Thomas et Camille, nous rappellent que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle est prête à donner quand les circonstances l'exigent. Les applaudissements éclatèrent, chaleureux et sincères. Thomas, visiblement ému mais toujours réservé, inclina légèrement la tête en signe de reconnaissance. Camille, moins inhibée, rayonnait de fierté. Quant à Mathieu, il regardait son père avec une admiration nouvelle, comprenant peut-être pour la première fois la profondeur du changement qui s'était opéré en lui. La fête se prolongea tard dans la nuit. Les invités partirent progressivement, laissant derrière eux une atmosphère de douce satisfaction. Finalement, il ne resta plus que Laurent, Mathieu, Thomas et Camille, assis autour de la piscine illuminée, savourant le calme retrouvé. Camille s'était assoupie sur un transat, épuisée par l'excitation de la journée. Thomas la contemplait avec tendresse, ajustant doucement la couverture légère qu'il avait posée sur elle. « Elle a tellement grandi cette année », observa Laurent, « et pas seulement en taille. » Thomas acquiesça. L'école d'art a révélé son potentiel, et vivre ici, dans cet environnement stable, lui a permis de s'épanouir pleinement. Comme nous tous, ajouta Mathieu, qui avait lui aussi beaucoup mûri. À 13 ans maintenant, il montrait une sensibilité et une profondeur de réflexion rares pour son âge. Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement troublé par le léger clapotis de l'eau dans la piscine et le chant des cigales, dans les oliviers. Au loin, les lumières d'Antibes scintillaient, et plus loin encore, la Méditerranée se confondait avec le ciel étoilé. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si Camille ne m'avait pas trouvé ce jour-là, sous la pluie, dit soudain Laurent pensif. Si elle n'avait pas eu le courage de m'aborder avec cette basket rouge. Elle l'aurait fait tôt ou tard, répondit Thomas avec assurance. Dès que nous avons vu votre photo dans le journal, elle était déterminée. Cette enfant a une volonté de faire quand elle croit en quelque chose. Comme son père, sourit Laurent. Thomas eut un petit rire. Peut-être, mais vous savez ce qui est le plus étrange dans toute cette histoire. Avant même de vous voir en chair et en os, avant même que Mathieu ne retrouve la mémoire, j'avais le sentiment que nos chemins devaient se croiser, comme si tout cela avait un sens que nous ne pouvions pas encore comprendre. Laurent médita ces paroles. Lui aussi avait souvent ressenti cette impression troublante que les événements, aussi tragiques fussent-ils initialement, s'enchaînaient selon une logique mystérieuse mais bienveillante. Comme si la tempête qui avait failli lui coûter son fils n'était que le prélude à une symphonie plus vaste et plus belle. Quoi qu'il en soit,
conclut-il en se levant pour aller réveiller doucement Camille, je suis reconnaissant pour chaque jour de cette nouvelle vie. Et particulièrement pour vous deux, qui en faites désormais partie. Thomas souleva sa fille endormie avec précaution. Ensemble, les 4 silhouettes se dirigèrent vers la villa illuminée, formant un tableau qui, 1 an plus tôt, aurait semblé impossible. 2 familles que tout séparait, unies désormais par des liens plus forts que le sang ou la fortune. Dans le ciel d'Antibes, une étoile filante traça un sillon lumineux, comme pour sceller cette promesse d'un avenir commun. Mathieu la vit et ferma les yeux un instant, formulant un vœu silencieux. Mais au fond de lui, il savait que son souhait le plus cher s'était déjà réalisé. Retrouver non seulement son père, mais aussi une famille plus large, plus diverse, plus riche en expérience et en amour que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Fine. De l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Laurent et Mathieu vous a touché profondément. Pour continuer cette aventure émotionnelle, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à votre gauche. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la beauté des relations humaines. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous attendons vos commentaires avec impatience.